pour situer à peu près. Mais ça ne s'est pas fait comme ça, hein, parce que n'oublions pas que Abdullah ibn Yassin, lorsqu'il est parti pour leur apprendre l'islam, à la demande de, de- d'un chef de tribu, il a rencontré beaucoup de problèmes. Donc il en a pris quelques-uns qu'il a réunis dans un ribat où il leur apprenait à la fois la religion et les arts de la guerre. Voilà d'où vient le nom Morabitin. Et puis après, il y a eu les conquêtes, etc. Et jusqu'à la fondation de cet État qu'on appelle le Maghreb. Voilà. Merci, Mustafa. T'en prie, Salam alaikum, merci, Sabta. Vas-y, Kenza, tu peux poser ta question si tu veux. Salam alaikum. C'est juste pour répondre à Mazid. Si ça perd, je crois, il a déjà répondu que le fondateur, c'est Abdullah Yassine. Et Abdullah Yassine, c'est de Gzoula. En général, Snhaja, c'est une tribu qui était toujours en mouvement. Je crois, actuellement, il y a une grande partie qui est au nord du Marrakech. D'ailleurs, Hamna, ou la majorité maintenant, ils sont là-bas de Morabiti. Et il y en a d'autres vers, je crois, l'est aussi. Mais la grande partie, c'est Rgibet. Rgibet vers le sud. Il y en a des parties en Mauritanie, que ce soit dans le sud aussi de l'Algérie. Donc, c'est difficile vraiment de voir euh, la De réelle localiser, localisée voilà. de Tachfine. Mais l'essentiel, que c'était Abdullah Yassine, le fondateur, la première chose. La deuxième chose, où est la capitale? Parce que pour identifier un État, c'est toujours la capitale qui donne cette image, bien cette forme. Sinon, ça ne sert à rien. Dans notre pays, c'est bien de choisir un capital qui va représenter réellement cet État. Donc, présenter ou choisir une ville parmi les autres, c'est pas par hasard, c'est fait réellement pour donner un État réel. Et ça perd, je crois, elle peut me confirmer, parce que on connaît tous l'histoire de Morabitine, comment était la fondation, comment était derrière. Il y a toute une histoire, mais en général, c'était démarré par Abdullah Yassine, je crois. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'on les appelle Morabitoun, parce que Abdullah ibn Yassin a réuni des fidèles, des gens qui voulaient le suivre, et ils ont formé un ribat. Pourquoi un Morabitoun? Les gens du ribat. Par contre, juste une petite chose par rapport à Sanaja, c'est une confédération qui réunit plusieurs tribus. Ce n'est pas le nom d'une tribu en elle-même. Après, ce qui est important à savoir, c'est que effectivement, Ibn Tashfin, quand il crée l'État du Maghreb, eh bien, il y intègre tout cet espace du Sud comme faisant partie de cet État du Maghreb, et dont la capitale est Marrakech, comme l'a rappelé Kenza. Donc, en fait, les actes d'Ibn Tashfin, ben, c'est lui le premier qui vous dit l'État du Maghreb va de l'Andalousie jusqu'à Ouadagouste. Donc c'est en ce sens, d'ailleurs, il me semble avoir déjà lu Hassan II qui reprend ces termes en disant Ibn Tashfin, lorsqu'il a créé l'État du Maroc, a commencé par considérer ce sud comme marocain, au Maghreb pour la traduction en arabe. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ça, oui. Et donc toute question qui commencerait par est-ce que finalement, l'anachronisme hein, est assez drôle parce qu'on peut dire le Maroc, la Mauritanie est au Maroc ou le Maroc est à la Mauritanie, ça revient au même. C'est un peu comme si demain, je ne sais pas, le sud de la France se détachait et puis après on essaye de savoir qui a créé l'autre. Non. Donc en fait, c'est la Mauritanie qui est une création postcoloniale qui fait poser toutes ces questions.
Mais je pense que sur le long terme, moi je suis de ceux qui pensent que sur le long terme, on va, peut-être pas notre vivant, mais il va peut-être y avoir une fusion comme celle qui avait été redoutée dans les années 70. Parce qu'il y avait ce projet-là dans les années 70. Alors excusez-moi les auditeurs quand vous demandez à monter, je suis un petit peu lent dans cette fonction, donc dès que je vois, je m'exécute. Mais si vous avez demandé que ça dure un peu longtemps, c'est pardonnez ma vue. Donc voilà, ne jamais, شكرا quand vous صافي. étudiez l'histoire, il ne faut pas réfléchir par anachronisme. Parce que sinon, vous emmêlez les pinceaux. Dans la tête d'Ibn Tashfin, il crée un État qui va du nord au sud. Il ne se dit pas, je suis mauritanien. D'ailleurs, c'est très intéressant. Moi, je pensais effectivement que durant tout le règne almoravide, j'ai cru naïvement que en fait, la confédération des Sanadja trustait tous les postes de pouvoir et que c'était finalement une mainmise tribale. Or, pas du tout, parce que les commentateurs du XIIe siècle signalent bien que Ibn Tashfin est justement le premier qui se détache complètement de sa tribu. Il commence à avoir comme soldat une garde noire, une garde blanche, d'accord, et prendre la distance avec la tribu et commence à régner en véritable sultan, comme dans le modèle de, de ce qu'il a pu voir en Andalousie ou de ce qu'il y avait chez les Omeyyades de Damas. Donc c'est vraiment là que, pour moi, je pense que c'est vraiment là qu'il y a la naissance de l'État marocain, parce qu'il y a tout dans les Almoravides. Vous avez la création d'Amorzen, vous avez le malikisme, vous avez le dessin du territoire que toutes les dynasties vont respecter, vous avez le nom, Emir el-Moumeni fil Maghreb, qui a été repris par toutes les dynasties. Donc moi, plus que Idriss, je pense que même si ce qu'a fait Idriss a été une rupture par rapport à ce qui avait été connu auparavant dans le monde musulman, eh bien, celui qui crée vraiment, la dynastie qui crée vraiment tous les fondements qu'on connaît aujourd'hui, c'est les Almoravides. Ça perd l'armée aussi. Oui, oui, la garde noire, la garde blanche, l'utilisation. Après, bon, le Maroc, ça a toujours été trois pouvoirs, hein. Le pouvoir du Marzen, par la présence de Amir al-Mominin, le pouvoir tribal et les Zawiyas, ce que on pourrait qualifier le pouvoir religieux. C'est toujours ces trois strates que vous retrouvez chez toutes les dynasties. Et donc, tout ça commence avec les Almoravides, bien que Idriss Ier, comment dire, je dédaigne pas ce qu'il a fait, parce qu'effectivement, c'était la première fois que le Maghreb s'auto-centre quelque part. Il ne cherche pas son référentiel ailleurs, et il crée quelque chose qui se veut être indépendant dans l'histoire des États musulmans, parce que je pourrais revenir au royaume de Mauritanie, et là, nous parlons de l'État actuel. Aussi, une notion qu'il faut faire attention, c'est que moi, très souvent, quand je parle d'histoire de l'État. Quand on parle, on vous dit 12 siècles d'histoire, on parle d'histoire de l'État. Certainement pas du peuple, mais de l'État. Il faut séparer d'histoire des peuples, vous pouvez les faire remonter jusqu'à Adam et Hawa, ça, il n'y a pas de problème, mais tout le monde a une longue histoire. Et en fait, ce qui est singulier au Maroc, c'est l'histoire de l'État. Cet État, comme je vous dis, où tous les sultans ont signé Amir el-Mouminin fil Maghreb, ceux-là, eh bien, on peut la dater. Moi, je la date à partir des Almoravides. Après, c'est vrai que j'étais récemment devant des documents fiscaux des Idrissides et on retrouve donc effectivement le territoire. Tout ça est très intéressant parce que il fait payer des impôts aux commerçants voisins qui veulent rentrer dans son territoire, ce qui prouve bien qu'effectivement, il y avait bel et bien une autonomie, la création d'un État central. Mais pour moi, la base de la base, tout ce qu'on connaît aujourd'hui nous vient des Almoravides, enrichi par les Almohades, notamment la cérémonie d'allégeance qui nous vient en ligne droite des Almohades, par exemple. Et donc, oui, effectivement, pour moi, le ciment, le début, c'est Almoravide, Ibn Tashfin, qui crée cet État. Et donc, c'est de l'anachronisme que de dire qu'il est mauritanien. Lui, il vous dira qu'il est de l'État du Maghreb. Voilà.
Le mot taxi, commandeur, une remarque Kenza. Une remarque par rapport Oui, à... je crois la période de Ali ibn Youssef était plus modernisation de l'État. C'est là qu'on découvre qu'il y a la construction, il y a même par exemple les murs des villes. Je crois à l'époque de Ali ibn Youssef, parce qu'il y a pas mal des qaïds ou qadis qui étaient, je crois, ils étaient rappelés de l'Andalus, à savoir Ibn Rushd, Ibn Tufayl. Donc, à l'époque, je crois, de Ali ibn Yusuf, était très développé, malgré l'existence de Ibn Tumr. Mais côté modernisation, je crois que ça commence de Ali ibn Yusuf, non? Oui, après, on peut faire une construction à notre époque, savoir à quel moment ça a changé. Moi, il y a un moment phare qui a été immortalisé par Ibn Idari, et je vais vous le lire, comme ça vous allez voir un petit peu le double sens de son mot. Il nous dit, Ibn Idari, qui est donc... parce que vous savez, quand vous travaillez sur les Almoravides ou sur les Almohades, en fait, on travaille avec 4-5 sources quasiment contemporaines. Et tout ce que vous allez avoir, tous les livres qui viennent après, se basent sur ces 4-5 écrivains, dont Ibn Idari, qui nous dit, une fois son pouvoir renforcé, Youssef bin Tashfin se procura des esclaves noirs. Il mandata en Al-Andalus des personnes afin de lui procurer des esclaves blancs, achetés avec ses propres deniers. Ils étaient au nombre de 240 et les esclaves noirs au nombre de 2000. Il les équipa de chevaux et en fit sa garde personnelle. Son voile s'étoffa et son pouvoir en fut consolidé. Alors, donc, quand Ibn Idari nous dit ici son voile s'étoffa, c'est une métaphore pour dire qu'il prend de la distance, avec ce qui se faisait avant, parce qu'avant c'était une espèce de chef de guerre, d'accord? Parce qu'en fait, ils étaient encore dans l'ancien système avec Abdallah ibn Yassin, qui est en stratège et commandant religieux, et Ibn Tashfin en guerrier. À la mort de Abdallah ibn Yassin, à sa mort, eh bien, Ibn Tashfin a eu un petit moment où il continuait sur le même système avec sa tribu, mais ce moment-là, phare que met en évidence Idari, c'est le moment où là, il y a la création de l'État. Il va nommer, nous dira un peu plus loin, un Hajib de Chambéla, et il met en place ce qu'on appelle un Mrzen. C'est le début de cet État, comme je vous le disais, où tous les sultans signent Emir et Mouminin fil Maghreb. Commandeur, oui, je t'en prie. Est-ce que tu aurais par hasard le relevé d'impôt idricide? Tu pourrais me l'envoyer, s'il te plaît, si jamais tu le trouves. Attends, ce que je peux te dire, par contre, c'est que j'ai pas l'annexe d'une fiche d'impôt. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu étais taxé une première fois en rentrant sur son territoire et tu étais doublement taxé lorsque tu rejoignais FES. Mais les fessiers, on est trop fort. Ah, vous vous refaites pas. On a toujours été trop fort. Et on est encore trop fort. Non, plus sérieusement, est-ce que tu aurais une référence, un truc à m'envoyer par rapport euh, à ce relevé d'impôt, à ce traité d'imposition? En fait, il y a un livre qui reprend le système des taxes, parce qu'en fait, c'est très important pour les historiens, parce que ça permet d'établir des cartes. Parce que vous voyez, des fois, vous avez des gens qui vous font des cartes, par exemple, telle dynastie, et puis ils font du coloriage avec. Mais quand on est dans le sérieux et qu'on veut travailler sur des périodes aussi lointaines, eh bien, c'est les documents qu'on consulte. Et notamment des documents fiscaux, puisque ça vous permet de constater que l'État interagit avec son environnement voisin et qu'il les considère comme étrangers. D'accord? Parce que parfois, pour te dire, commandeur, des fois,
tu entends des gens discuter et dire que finalement c'était un peu, tout le monde circulait comme il voulait, etc. Vous allez, alors effectivement, vous pouvez circuler. Par contre, si vous comptiez vendre de la marchandise, à ce moment-là, vous étiez taxé et en fonction de par où vous passez et où vous allez, eh bien c'est là qu'on repère, grâce à ce système de taxes, qu'on repère le pouvoir central et comment il se délimite son territoire. Et pour la référence, oui, je pourrais t'envoyer, c'est un livre, parce que là je te parle de tête, c'est un livre qui reprenait les différentes taxes à travers les dynasties du Moyen Âge. Et ça commence effectivement avec les Idrissides. Je te retrouverai ça et je t'enverrai la référence par MP, Inch'Allah. Vous m'entendez là? Ouais, ça perd. Je peux te dire tout à l'heure, tu voulais parler de certains sujets, mais t'as dit que t'avais pas trop le temps là. Si tu veux, t'as le temps, donc libre à toi, hein. De quel sujet parles-tu? J'ai oublié. Ben, je sais pas, à un moment, tu étais en train de parler d'un fait, en fait, et t'as dit que tu pouvais développer plus longtemps, mais une question de temps, je me rappelle pas exactement Ah non, c'était oui, sur moi je quel disais, point. si on me lance sur un sujet, oui, effectivement, je vais embêter tout le monde et je vais pas m'arrêter. Il suffit qu'on me lance. Je ne sais pas déjà s'il y a des auditeurs ou des intervenants qui voulaient aborder un sujet précis. Attends, on va voir, on va essayer d'en faire monter quelques-uns. Parce que tout à l'heure, la coupure, je pense que ça les a. Oui, moi j'ai reçu un MP de la part de Maghrebi qui me disait qu'il avait des questions, mais je ne sais pas si tu l'as invité. Si, bien sûr, je l'ai invité, je lui ai envoyé le lien. Ouais, écoute, le temps qu'il vienne. Sinon, en petit comité, comme ça, on peut essayer de parler finalement à travers l'actualité du moment, regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire. Moi, j'ai été très surpris de voir des Marocains parler de la Tunisie en traître, etc. Comme s'il y a eu une époque où finalement Ifriqiya était associé à Maghreb al-Aqsa. Bah écoutez, c'est jamais arrivé, c'est aussi simple que ça. Donc du coup, qu'il y ait plus, comment dire, d'incointance entre la Tunisie, entre les Algériens, les Tunisiens, les Libyens et même les Égyptiens, bah écoutez, c'est dans la continuité historique. Euh, moi, avant la Tunisie, vous aviez l'Empire ottoman, donc c'était un même bloc. Avant, pardon, j'ai sauté la période française, mais bon. Donc, l'Empire ottoman, c'était un même bloc. Ensuite, vous aviez juste avant le royaume Hafsid, en Tunisie, le royaume Hafsid qui englobait l'actuel Est algérien. D'ailleurs, qui englobait même jusqu'à Tlemcen, puisque à plusieurs reprises ils sont montés jusqu'à Tlemcen. Mais le plus intéressant et ce qu'il faut savoir, c'est que les Zianides étaient allégeants au sultanat Hafsid. Les Hafsides se voyaient comment dire, comme les héritiers des Almohades, à juste titre, puisque ce sont les Masmoudiens qui ont créé le mouvement, qui ont créé les Hafsides. Et du coup, la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils ont vu sur la région de Tlemcen un pouvoir se mettre en place, c'est demander l'allégeance. Il y a Maroussan qui était le premier sultan, le premier émir, comme il s'appelait lui-même, de la région de Tlemcen, qui a donné les Zianides. Et bien, au départ, a refusé, et le sultan Hafsid a fait ce qu'on appelle une descente à l'ouest. Il a ravagé Tlemcen. Yamur Hassan s'est caché sur une montagne un peu plus au sud. Et lorsqu'il est revenu, il a trouvé sa ville en ruine et il a prêté allégeance. Donc voilà un petit peu. Si on remonte plus loin, qu'est-ce qu'on va trouver avant les Zianides? On a la situation où vous avez le califat abbasside, où finalement ces gens sont allégeants au califat abbasside. Vous avez entre-temps aussi les Fatimides. Donc ils ont toujours formé un bloc. Moi, je n'ai pas compris l'étonnement marocain face à la décision tunisienne. Alors j'ai bien compris qu'ils avaient une neutralité, ils avaient gardé une neutralité qui était déjà, qui leur a coûté énormément, parce que les Algériens ont beaucoup fait pression dans les années 70 pour que la Tunisie s'aligne. Ils ne se sont pas alignés. Aujourd'hui, dans la configuration actuelle, ils vivent une période très difficile où ils sont rattachés. Déjà, il faut savoir que le découpage tunisien force à cela.
la colonisation l'a découpé d'une telle manière qui fait que obligatoirement, c'est pas viable. Ifriqiya n'a jamais été comme ça. Ifriqiya, ça a toujours été une partie de l'Ouest libyen, une partie de l'Est algérien. À partir du moment où vous les avez découpés de cette manière-là, alors bien sûr dans les années 80, 90, 90, 2000 même, ils étaient à leur apogée en se disant voilà le commerce, l'économie, mais lorsque ça chauffe, le commerce, l'économie, ça suffit pas. Et à ce moment-là, la configuration de la Tunisie est très va aller forcément mener à cela, comme la configuration marocaine, parce que je vous rappelle qu'on retrouve dans les documents déclassifiés de 2014 des plans français faisant du Maroc et de la Tunisie des satellites de la France, de l'Algérie française. C'était le projet. Donc si le Maroc était resté dans sa même configuration, vous aurez retrouvé un Maroc satellite. Et à terme, aurait eu les mêmes problèmes que la Tunisie. C'est en cela que Hassan II expliquait à ses pilotes de chasse, il leur a fait un beau discours avant qu'ils partent en mission, il leur a dit, alors je ne vais pas paraphraser parce que je n'ai pas la phrase exacte, mais le sens était, si on perd le Sud, on perd tout le Maroc. Et je pense que c'est à travers ce prisme-là qu'il faut penser sa géographie, il avait totalement raison, on se serait retrouvé comme les Tunisiens. Donc voilà, alors oui, c'est regrettable qu'ils aient perdu cette neutralité, mais moi je me faisais aucune illusion parce que vous avez beau tourner les pages d'histoire, vous n'avez jamais trouvé une configuration où Ifriqiya était main dans la main avec le Maghreb. Du coup, il n'y a pas lieu de s'étonner. Voilà. Kenza, Non, je t'en prie, mais vas-y. en fait, je pense, ce qui nous a le plus... Ouais, excuse-moi, vas-y, Kenzar, tu après, je dirais ça perd. Non, je t'en prie, Mataouina. Je sais pas, je voyais qu'elle levait la main. Donc. Non, moi, je voulais juste te dire, en fait, ce qui nous a le plus étonné, c'est que ils ont osé inviter ce pseudo-groupe RSD, là, alors que même le Japon, qui était maître de cette conférence, en fait, qui avait bien précisé de ne pas inviter des entités non reconnues, c'était juste ça, en fait, le plus grand étonnement, et on l'a pris comme un coup de couteau, en fait. Oui, mais tu sais très bien pourquoi ils l'ont fait. Bon, donc ça a été une demande. C'est une séquence, tu vois. Eux, ils travaillent par séquence. Les politiciens travaillent par séquence. Là, il y avait une séquence. Macron en Algérie, la réception du Polisario, du chef du Polisario en Tunisie. C'était une séquence qui devait être favorable. D'ailleurs, les Algériens voulaient même une séquence avec un propos de Macron qui irait dans leur sens. Tu vois, ils ont travaillé une séquence. Elle a réussi à moitié. Et bon, c'est comme ça, c'est la politique. Mais moi, je vous dis, de ce que l'histoire a pu m'apprendre, c'est qu'il y a des vérités immuables qui sont liées à la géographie. Et donc, en fait, vos alliés et vos ennemis, c'est pas vous qui en décidez, c'est la géographie. Et force est de constater que la singularité du Maghreb, c'est qu'il n'a jamais fait partie de ces ensembles englobants dont les autres peuvent se reconnaître et se trouver des accointances. Donc, je pense que quand Fouad Laroui parlait d'île, c'est lui avec ses grandes connaissances historiques, c'est cette image qu'il a voulu donner au plus grand nombre en disant que de par l'histoire, bien, le Maroc a toujours eu sa singularité. Figurez-vous que avant 1912, finalement, le Maroc était encore le seul État musulman libre. Et avant les grandes périodes coloniales européennes, eh bien, vous aviez trois pouvoirs qui se réclamaient du califat ou de la référence religieuse, Emir et Mominine. Vous aviez le Maghreb, l'Empire du Maghreb, l'Empire ottoman et l'Empire perse. C'est les trois référentiels qu'il y avait. Aujourd'hui, on a beaucoup de ces territoires ont éclaté en nations, mais il faut vous rappeler que le Maroc, ce n'est pas sa problématique. Eux, c'était un empire découpé. Et donc, tout le propos du Maroc est de parler de l'illégitimité des frontières coloniales. Je t'en prie, Kenza, je t'ai coupé, vas-y. Je cherche le micro. C'est juste par rapport à ce que tu as dit, Saper. J'ai une remarque par rapport à l'histoire de la Tunisie, l'histoire de l'Algérie. Toujours parle d'une histoire avant l'islam, sauf le Maroc qui parle d'une histoire après l'islam.
Parce que même en regardant, par exemple, Wikipédia, l'histoire du Maroc commence avec les Idrissides, alors que si tu prends Ifriqiya ou Numidia, c'est toujours, ils parlent, il y a une grande paragraphe juste pour cela. Avant, le fait de parler, par exemple, de Mouhidine ou autre, c'est une ligne presque. Déjà ça, donc ça montre vraiment une continuité d'état du Maroc parce qu'on ne peut pas citer tout et il y a vraiment pas mal de choses. Et pour les Tunisiens, moi je vois toujours, je crois c'est eux qui nous voient toujours d'un œil de conquérant pour la Tunisie. Donc ils sont presque comme les Algériens, sauf que euh, il y a une différence, mais pour eux, on n'est pas des amis, pas du tout. On n'est pas des frères, pas du tout. Qui dit là, ça c'est totalement pas la réalité, parce que moi je connais en personne les Tunisiens, ils nous voient d'un œil de infériorité. Je ne sais pas pourquoi, d'où vient cette image véhiculée, peut-être parce qu'on était toujours dans le calme, peut-être. Mais à chaque fois que tu rencontres un Tunisien, il va te parler comme un pays, le Maroc est un pays pauvre, machin, qu'on a des... Donc, pour moi, c'est pas choquant réellement, parce que je les connais depuis, donc ça ne m'étonne pas la réaction. Et pourtant, la neutralité pour eux ramène plus l'argent que être d'un côté ou d'un autre. Parce que la neutralité sera payée par deux pays, pas le contraire. Mais maintenant, je crois ils commencent, ou bien les gens, les diplomates, les anciens diplomates de la Tunisie ont commencé de taper à fort pour rattraper l'erreur, parce qu'ils savent il y a prochainement l'histoire du date, il y a pas mal de choses qui, c'est eux qui vont payer cher. Donc, c'est clair. Donc, c'est pas le Maroc, parce que le Maroc, il paye pour la neutralité, aussi l'Algérie faisait la même chose. Après, tu sais, Kenza, il y a beaucoup de Tunisiens qui ont quitté la Tunisie pendant la Révolution, des riches, la bourgeoisie tunisienne, qui est venue au Maroc, qui ont fait des affaires ici, et qui sont encore là, encore aujourd'hui. Donc, peut-être, peut-être que le fait que certains d'entre eux ne soient pas revenus, etc., ça peut-être créer aussi un problème diplomatique, parce que les gens qui ont de l'argent, ils partent ailleurs investir, un peu comme les boîtes qu'ils ont quitté la Tunisie pour venir au Maroc, des boîtes étrangères. Donc tout ça a fait que peut-être il y a une rancœur envers le Maroc. Mais moi, ce que Oui, je veux dire, c'est que pourquoi ils ont choisi le Maroc? Ils vont jamais remplacer ou trouver un autre pays mieux que le Maroc parce que on a une liaison ou bien on est un carrefour entre l'Europe et l'Afrique. Donc, ils ont vraiment des avantages qu'ils vont jamais trouver en Tunisie, à l'état actuel, surtout. bon, Donc, ils effectivement, vont jamais en termes quitter. d'économie et de stabilité, c'était beaucoup plus intéressant de venir au Maroc. Maintenant, pour rester sur l'histoire, bon, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des périodes de 60 ans, 50 ans où ça se passe bien. Je pourrais même vous citer des heureux événements entre Ifriqiya et le Maghreb. Mais quand l'histoire se fait, les camps sont dessinés et ça a toujours été ainsi. Donc, il ne faut pas vous étonner. Et c'est un non-événement ce qui vient de se passer. Ça n'est pas à vivre comme une trahison, c'est à vivre comme étant une continuité historique. Il n'y a rien d'étonnant, alors absolument rien. Le contraire aurait été très étonnant d'ailleurs. C'est-à-dire que la Tunisie se mette à être sur la même position que le Maroc, ça aurait été une grande première historique. Mais l'inverse, c'est la continuité historique. Ils ont déjà fait ça à l'époque de la Mauritanie parce que lorsqu'on a désiré de faire un pays en bas du Maroc à l'époque, donc c'est la Tunisie qui a choisi d'appliquer ou bien euh, de convaincre le Maroc pour cette proposition. Et je crois qu'il y avait une rupture même à la diplomatie ou bien à l'époque de Mohamed El-Khamis, je crois, ou bien au début de Hassan II. Je ne me souviens pas exactement, mais il y avait
Je ne me souviens pas les dates exactes, mais on avait un blocage à l'époque entre la Tunisie et le Maroc lorsque la Tunisie a reconnu la Mauritanie. Donc pour le Maroc, je crois que c'est pas une surprise. Et c'est bien pour la neutralité, il payait cher. On paye cher pour sa neutralité, c'est normal. Donc la Tunisie, si maintenant a choisi la neutralité, c'est pas pour nos yeux, mais pour son intérêt, ça c'est normal. C'est totalement normal, chaque pays cherche son intérêt. Ça a bugué ou vous êtes... Non, on est là, Matawina, on est là. J'écoute, j'attendais une intervention d'un autre. Ouais. Ah, il y a Commander et Kenza. Allez, les autres, montez, ne soyez pas timides. Honnêtement, la position tunisienne, euh, elle est déplorable, mais elle est, comme ça a été dit, sur une continuité historique. Il faut savoir, c'est dans la suite de ce qu'elle a fait avec la Mauritanie sous Hassan Tiani. Et, et moi, je pense qu'il faut le voir plutôt comme une bénédiction. Comme ça, ça nous a au moins enlevé le bénéfice du doute. On ne peut plus douter de leur position. Et aussi, eh bien, maintenant, on peut être diplomatiquement sans pitié avec eux. On a gagné ce privilège. Et en plus de cela, excusez-moi, je suis dans le transport en commun, mais voilà, on peut être finalement, c'était plus, elle nous a fait un grand cadeau de par cette trahison, ou plutôt cette continuité historique de mauvaises décisions. Eh bien, on peut maintenant savoir qu'on a non seulement l'Algérie comme ennemi, mais sa 59e wilaya qui est devenue la Tunisie. Et maintenant, on peut aller de l'avant sans se soucier d'un quelconque retournement ou d'un quelconque poignard dans le dos venant de cette direction géographique. Ouais, tu sais, Commander, effectivement, quand on entend des fois dire ah, regardez, le Maroc est isolé dans le Maghreb, déjà, la vraie phrase, c'est le Maghreb a toujours été isolé. Isolé, pas dans les. Qu'on s'entende bien, quand je dis isolé, c'est pas qu'il n'ait pas de rapports commerciaux avec les autres, si ça, il en a toujours eu. Par contre, quand je dis isolé, c'est que en fait, il ne pouvait compter que sur lui-même. Quand vous remarquerez que lorsque les Espagnols font leur reconquista, ben, on n'a pas un compte, contrairement à eux qui ont ramené tous les Européens sur leur champ de bataille. De l'autre côté, il n'y a pas eu de levée de tous les musulmans. Donc le Maghreb s'est toujours débrouillé seul. Sa géographie fait que, effectivement, il est dans la configuration d'ailleurs qui ressemble à celle de la France, avec des frontières naturelles et une petite débouchée au nord-est, qui est une plaine et qui effectivement, par là, peut venir tout le danger. Mais par sa géographie, par son histoire, le Maghreb a toujours compté sur ses propres forces. Donc voilà, en fait, moi, rien de nouveau sous le soleil. C'est dommage. Et moi, ce que je trouve encore plus dommage, c'est qu'en fait, on ne parle pas beaucoup d'histoire dans ces questions-là. Je crois que Trump a fait la référence en disant le Maroc a été le premier à nous reconnaître, on va les reconnaître. Mais j'étais un peu sur ma faim. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle d'histoire. Oui, le Maroc revient à son sud revient au Maroc, comme de par à l'histoire, comme avant sa coupure coloniale. C'est ça que j'aimerais entendre dire de la part là. Tout le monde est centré sur le conflit. Je peux le comprendre parce que le conflit est de cette nature, c'est-à-dire on se dit autodétermination ou pas, etc., etc. Mais la référence à l'histoire, pour moi, c'est celle qui a le plus d'importance. Parce que si moi, je soutiens mon État sur ce combat, c'est parce que je sais qu'il s'est fait spolier colonialement. Donc pour moi, la référence la plus importante, c'est celle à l'histoire.
Et je trouve un petit peu dommage que les diplomates, qu'ils soient pour ou contre, ne rappellent pas cette évidence. Je crois qu'elle est contestée par personne, à part, j'ai vu des Algériens sur Twitter expliquer que ça n'était pas historiquement marocain, mais à part les réseaux sociaux, etc., je pense que même la position de l'État algérien n'a jamais été de contester cela. Elle a été de dire, voilà, on vit une séquence post-coloniale. Quand le colon part et crée un pays, bah, ça doit être la même chose sur ce bout de terre. C'est ça le propos. Mais j'aimerais qu'on parle plus d'histoire. D'ailleurs, même du côté tunisien, il devrait dire oui, historiquement, je ne sais pas, historiquement, c'est bien marocain. Et là, il y a des gens qui veulent être indépendants, qui, qui, euh, qui se réclament d'une indépendance. Et puis voilà. Je trouve que ça manque un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez du côté diplomatique, ça manque un petit peu de référence à l'histoire. Je n'ai pas encore entendu un diplomate reconnaissant, ouvrant un consulat dire effectivement ce n'est que légitimité historique. Bon, peut-être c'est un petit caprice de fan d'histoire, c'est tout. Ça part, je crois, il y a une clause de l'ONU qui parle de la création d'États dépend de la volonté de la population, pas de l'histoire. Ça, je crois que c'est plus les gens cherchent des raisons plus fortes que l'histoire. Parce que si on parle de l'histoire, il y a plusieurs dynasties à Non, l'époque. Kenza, encore une fois, entendons-nous bien. Le Maroc a un particularisme, c'est qu'il n'était pas concerné par le traité de Berlin. Le traité même qui se partage l'Afrique. Donc, il est tout à fait normal qu'au sortir de cette séquence, il redevienne comme il était. Tu comprends, Kenza? C'est d'abord une. C'est vrai, l'histoire, c'est important. J'aime bien dans les discours diplomatiques, c'est ça que je me plaignais. Mais ne pas oublier que le discours du Maroc ne se base pas simplement sur l'histoire comme ça, on va remonter aux Almoravides. Non, il se base sur un argumentaire juridique en se disant nous n'étions pas concernés par le traité de Berlin. Ce qui s'est fait sur notre territoire s'est fait de manière bilatérale entre États. On a parlé tout à l'heure des fameux échanges. Tiens, je t'échange Tripoli et tu restes neutre. Tiens, je te donne le Congo belge. Je te donne une partie du Congo et tu me laisses entrer au Maroc. C'est comme ça que s'est fait le Maroc. Et donc, ce particularisme fait qu'il y a une revendication juridique. C'est pas simplement, oui, j'étais là sous les Almoravides, c'était comme ça, puis après sous les Mérinides, c'était aussi comme ça, donc écoutez, eh bien vous devez le laisser comme ça. Non, le Maroc base son argumentaire sur le juridisme des traités. Tu comprends ce que je veux dire, Kenza? Oui, oui. Aussi, ça perd, je crois, la partie de Mali, le nord. Je comprends pas pourquoi la France a choisi de le faire, de ne pas l'intégrer. Cette partie-là n'est pas, normalement, il est proche de l'Algérie ou de la Mauritanie au moins. C'est rien à voir avec l'État malien actuel. Ça, je comprends pas vraiment. Effectivement, ils ont chassé les fonctionnaires marocains, là, les fameux Armas, et puis ils ont créé un grand ensemble qui, à l'indépendance du Maroc, ils l'ont appelé OCRS, justement, parce qu'ils craignaient la revendication marocaine. Et donc, ils ont fait ce grand bloc de OCRS qui comprend la partie que tu viens de dire du Mali et tout le désert aujourd'hui Sahara algérien à partir de Insalar. Ça n'est que ce n'est qu'après que De Gaulle, sachant comment à exterminer les événements d'Algérie, qu'il décide de rattacher cela à l'Algérie et pouvoir être le seul bénéficiaire de ces ressources. Parce qu'il y avait un plan en amont, ne sachant pas comment ça allait se terminer dans ces disputes nord, là, ce qui est aujourd'hui appelé la guerre d'Algérie, ne sachant pas comment ça allait se terminer, il y avait un plan qui était en gestation, c'était celui de faire de l'OCRS un territoire économique dont des États, des trois États, Maroc, Algérie, Tunisie, France et États-Unis, ça fait donc 5 États, pourraient bénéficier des ressources. Mais
De Gaulle a trouvé cette solution alternative en s'entendant avec le FLN, c'était beaucoup plus rapide. D'ailleurs, j'ai dit en s'entendant avec le FLN, mais ça n'est même pas certain. Franchement, moi, je n'étais pas la petite souris qui était dans le bureau de Gaulle. Par contre, ce que je peux constater, c'est que dans le discours de Ben Bella, il y a un avant et un après. Puisqu'il y a un avant où il dit, et là je vais vous le citer pour ne pas, au cas où, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de, voilà, de problème. Voilà, voilà, on connaît la citation exacte de Ben Bella qui nous dit, alors je vais vous retrouver ça. Voilà. Il ne saurait être question pour les Algériens d'être purement et simplement les héritiers de la France en ce qui concerne les frontières de l'Algérie. Donc vous voyez bien que même lui disait avant, avant cette rencontre avec Hélène de Gaulle que l'Algérie ne se voyait pas du tout être les héritières des frontières coloniales et que du coup, à mon avis, il s'est passé quelque chose. Est-ce la tentation de se partager les ressources à deux, ou alors tout simplement un choix qui leur a été imposé en disant effectivement peut-être que De Gaulle n'a pas laissé le choix. Voilà comment ça va se passer. Ça aussi c'est une possibilité. Ça, pour le savoir, il faudrait que la France ouvre des archives s'il y a des archives. Il y a des choses des fois en histoire, hein, c'est pas archivé, c'est des discussions entre chefs d'État. Vous pouvez pas, sauf si vous étiez une petite souris, sauf si l'un des deux s'est confessé à une personne qui a finalement l'écrit. Et encore là, ce serait Mon père, une chose je crois tragique. sûrement il était écrit parce que dernièrement, on avait clairement qu'il y avait un conflit entre la France et l'Algérie. Et maintenant, avec la visite de Macron, ça se voit clairement que la France a repris son pouvoir et pas seulement à travers son attraque ou autre, mais même il a commencé de mettre ces gens en pouvoir, à savoir peut-être il va remplacer Chingriha par une autre personne. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, je crois, il va refaire une sorte de la même chose en 1980, les années 80, lorsqu'il y a il y avait un rapprochement entre le Maroc et l'Algérie à l'époque de Chadli. Donc, je ne sais pas ce qui va venir, mais réellement, je vois que la France essaie de faire un changement de son sud et peut-être avec parce que maintenant, la France, vraiment, il galère. Il a beaucoup de problèmes à tous les niveaux. Donc, il cherche peut-être d'exploiter le nord d'Afrique autrement, ou bien de calmer les conflits pour avoir encore exploité mieux la richesse de l'Algérie, du Mali ou d'autres. On ne sait pas. Mais c'est pour cela que je me demande toujours pourquoi il a gardé ce point chou de Mali, ou bien le nord du Mali a toujours été comme ça. C'est un point d'entrée pour la France pour rester dans cette région parce que c'est une région de richesse pour la France. Mais maintenant, je crois qu'il y a des accords écrits, écrits entre la France et FLN à l'époque. Peut-être le temps était écoulé ces dernières années et maintenant il y a certaines reprises. On ne sait pas le détail, mais ça se voit clairement, euh, surtout avec la dernière visite. Ça se voit qu'il y a vraiment hum, un renouvellement d'accords. Parce qu'à l'époque de Bouteflika, il y avait quand même une période de calme. Et maintenant, dès que l'arrivée de ce président, il y a vraiment une sorte de révolte envers la France très fort. Et je crois qu'il y a quelque chose d'écrit. Peut-être c'était durant quelques années, on ne sait pas. On ne sait pas le détail, mais certainement.
Bah, écoute, c'est vrai que la relation entre la France et l'Algérie, c'est très difficile à déterminer. Moi, j'ai coutume de dire, il faut baisser le son et regarder les faits. Parce que si on met le son, on entend beaucoup de choses. On entend la France ennemie, on entend l'Algérie dire qu'ils sont des non-alignés dans les années 70-80, même bloc de l'Est. Mais quand on analyse les faits, on s'aperçoit par exemple que pour la base de Bédonamous, qui est située à la frontière avec le Maroc, eh bien, la France avait sa base, en tout cas officiellement, jusqu'en 1986. Donc, euh, c'est pourquoi ce sont des faits comme ça qu'il faut pouvoir analyser si tu veux être au plus près de la vérité et non pas les déclarations qui sont dites, etc. Par exemple, moi, là, en entendant Tebboune, j'ignorais que les accords d'avion étaient encore d'actualité. Mais puisque Tebboune, lorsqu'il parlait, vous vous souvenez la séquence où il parle des visas, non, de la baisse de l'obtention des visas, il dit la France, il faut que la France se souvienne que nous, c'est pas comme les autres. Il y a les accords d'Évian. Du coup, je savais pas, parce que je sais que les accords d'Évian, il y a marqué qu'il y a tacite reconduction, mais je pensais qu'ils en avaient fini avec ça. Eh bien, en fait, pas du tout. Donc, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça. Si on veut être au plus près, ben, il faut les avoir à l'esprit. Parce que si on se base juste sur les déclarations, on va penser que la France et l'Algérie sont dos à dos, sont fâchés, mais il y a des choses beaucoup plus profondes. Et là, il va falloir attendre un petit peu si on veut. Je pense que les futures générations auront les documents historiques de notre période. Et là, on pourra peut-être en savoir plus. Mais je ne sais pas ce qui nous a mené d'ailleurs à l'Algérie. Nous étions sur Ifriqiya. Oui, oui, le fait que ce soit. Oui, tu sais, la boîte de Pandore, Kenza, c'est les frontières coloniales. D'ailleurs, tu remarqueras que même la Libye est éclatée. C'est-à-dire que la Libye est éclatée. Euh, et pourtant, on essaie encore de recoller. Pourquoi? Parce que si les frontières commençaient à bouger, et là c'est la même chose pour ta question sur le Mali, avec Gao et Tombouctou, moi je suis d'accord, Gao et Tombouctou sont reliés à un réseau qui peuvent les ramener à Tindouf, à Tiznit, etc. Donc effectivement, même l'espace OCRS est plus cohérente que le maître d'avec Bamako, par exemple. Mais effectivement, le problème, c'est la boîte de Pandore, les frontières coloniales. Et ça, si ça se met à bouger, et ça va bouger. De toute façon, sur la longue durée, on sait que ça va bouger. Mais c'est vraiment ce que les États ne veulent pas. Parce que là, ça serait un grand chamboulement en Afrique. Je rappelle, comme ça, pour les auditeurs, que en Afrique, et d'ailleurs même en Asie, au sortir de la séquence coloniale, il y a eu donc les partages qu'on connaît, mais il faut savoir que tous n'étaient pas égaux. Vous aviez 4 types de pays, 4 types en tout cas, qui ont donné des pays. Vous aviez des pays qui étaient des territoires sans État, du style Tanzanie, Côte d'Ivoire, qui ont été formés par le colon. Vous aviez ceux qui étaient des anciennes provinces d'empire, par exemple Tripoli ou Tunisie, qui avait déjà une logique administrative mise en place. Le colon n'a fait que reprendre le découpage et à la limite faire quelques bordures. Vous aviez les territoires qui ont été considérés par les colons comme les leurs, et donc ils les ont agrandis avec leurs conquêtes. Par exemple, vous avez l'Inde, et plus près de nous, effectivement, il y a l'Algérie. Et puis, vous avez les empires qui ont été découpés, et en Afrique, vous avez le Maroc et l'Éthiopie. Donc déjà, il faut toujours garder ça en tête pour savoir qu'on n'est pas tous égaux en Afrique, on n'a pas tous la même vision des choses, parce qu'en fait, au départ, on n'était pas tous sur le même pied d'égalité. Donc, quand vous appartenez à la première, à la seconde, ou surtout à la troisième, c'est jackpot, hein, comme l'Inde par exemple. Quand vous appartenez aux 3 premières catégories, vous n'avez aucun intérêt à ce que soient remis en cause les frontières du colon. Mais lorsque vous appartenez à la quatrième, je ne sais pas s'il y a un terme pour le contraire de jackpot. c'est comment dire la grande arnaque pour vous. Et donc c'est un petit peu dans le cas et le Maroc, parce que quand on reprend le territoire lors de la fameuse réponse de Hassan Ier au gouvernement espagnol en 1885, lorsqu'il leur répond voilà, mon empire va de ça à ça, de ci à ça,
Et bien là, si on retrouve aujourd'hui, ça a été saucissonné comme jamais. Et d'ailleurs, l'Éthiopie en est aussi un exemple, hein, il a perdu toutes ses côtes. C'est pour ça que je pense que même si le Maroc n'avait pas signé le protectorat, on imagine que le Maroc aurait réussi à passer la Première Guerre mondiale. Oui, parce qu'il faut dire aux auditeurs que euh, tous les États qui ont réussi à passer la Première Guerre mondiale ont été sauvés. C'est-à-dire que si vous aviez réussi à ne pas être pris avant la Première Guerre mondiale, le reste, ça allait. Et donc, tous ceux qui ont été pris avant, ça donne la situation d'aujourd'hui. Et donc, l'Empire du Maroc s'est fait saucissonner, comme l'Éthiopie. Et je disais que même si on avait réussi à en faire un peu du chrony, un peu de politique fiction, si le Maroc n'avait pas signé le protectorat, la France aurait, chose qu'elle avait déjà commencé à prendre, les côtes. Et donc, vous auriez eu, au sortir de la séquence française, et là, on aurait vu un Marzen qui se serait caché dans l'arrière-pays, qui se serait recoquevillé dans l'arrière-pays, dirigeant un peu Fès et le Sud. Eh bien, au sortir de cette séquence, il y a fort à parier, puisqu'on peut regarder l'exemple éthiopien, que le Maroc aurait vu ses côtes être des États indépendants. On aurait peut-être eu des tas de, de Tamsna, je ne sais pas comment ils auraient appelé ça, pour capitale Casa ou Rabat. Il y aurait toujours eu un historien français pour nous dire que c'était l'espace cohérent des Bergouata. Donc, comme quoi l'histoire, on peut jouer avec comme on veut. Mais effectivement, c'est un petit peu ça la séquence qui s'est passée. Et il faut comprendre pourquoi les autres États africains sont pour le statu quo des frontières. Oui, je t'en prie, commandeur, vas-y. Ça aurait été la ruine pour le Maroc dans ce cas de figure. Ça aurait été. Tu as parlé de jackpot tout à l'heure, mais jackpot, c'est quand tu prends le gros lot. Et là, ça aurait été. Le Maroc Oui, serait non, je fait disais le dépouiller. contraire du jackpot. Oui, je disais le contraire du jackpot, la malchance totale. Plus Ça aurait vous fait avez. dépouiller. Oui, en fait, la colonisation, c'est plus vous avez résisté, plus en sortir, vous êtes découpé. C'est un peu ça. C'est un peu ça l'idée. L'Iran n'était pas colonisé. C'est ça, ça peut? L'Iran a passé la Première Guerre mondiale sans être pris par les Anglais. Mais bon, c'est drôle comme exercice, mais on ne refait pas l'histoire. Donc, c'est comme ça. On se refait ça. Tout à fait. Mais bon, moi, ce qui m'interpelle le plus pour revenir à la séquence là, avec le Ben Bella, c'est effectivement, ça fait quand même 2 sources où Ben Bella explique qu'il n'est pas l'héritier des frontières coloniales, parce qu'il y a aussi la fameuse lettre sur les essais nucléaires dans la région de Reagan. Et du coup, ça fait quand même, on peut s'assurer que cet homme-là n'avait pas au départ l'intention de ne pas respecter l'accord qu'avait signé le GPRA avec le Maroc. Je pense qu'il ne voulait pas faire comment dire, un mauvais coup en imposant le statu quo. Mais après, comment on en est venu au Ben Bella qui est dans une vidéo explique qu'il faut accepter ça, c'est le mystère de l'histoire. Reste à déterminer si Ça finalement. part, je crois, c'est plutôt, ça vient de Boumdine, parce que Ben Bella, il y avait un programme avec Jazeera. Ça fait plus que 10 ans maintenant, je crois plus. Là, il a parlé de ce problème avec de Sahara. Il a dit que lorsque Hassan II est venu lui parler, il a dit on doit attendre juste un moment, c'est juste peut-être pour voir avec ces comités comment ils vont faire. Mais le déclenchement de la guerre de 1963, je crois c'était de la part de Boumediene, parce que lui, il était le chef de l'armée à l'époque. Et c'était un peu difficile de reparler sur ce sujet, alors que je crois déjà la
la tension est déjà remontée au bout, donc c'était difficile. Je crois lui, c'est pour cela il a changé son avis. Et parce que Boumedienne, je ne sais pas comment il a fait, mais il a pris le pouvoir de lui d'une façon indirecte au début et directe par la suite, parce que on sait bien Alors, l'histoire comme... Kenza, il y a une anecdote intéressante sur ce que tu viens de dire. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Hassan II, dans son livre Mémoire d'un roi, raconte cette séquence. Il explique qu'il était dans une réunion du sommet de la Ligue arabe, je crois que c'était en Égypte. Donc, il était dans son hôtel. Il explique que Nasser a fait venir Ben Bella dans sa chambre et puis il a fait convier Hassan II. Et du coup, Hassan II s'est retrouvé en face de Ben Bella. Il disait, moi, je voulais pas lui serrer la main, etc. Donc, ils se sont regardés un petit peu comme ça, défiants. Et Nasser essaye de faire la paix. Donc, voilà, etc., etc. Il essaye de leur parler. Après, avec la discussion, ils ont même échangé une poignée de main pour finir. Mais durant la conversation, il y a Boumedienne qui se pointe dans la chambre et Ben Bella répond très violemment qui t'a fait venir là, toi? Va-t'en. Et là, Hassan II dit j'ai vu le regard de Boumedienne, je savais qu'il y aurait qu'il va y avoir un gros problème entre eux. Et ça n'a pas loupé, puisque juste après, il y a eu la déposition de Ben Bella. Donc voilà un petit peu pour le rapport entre les deux hommes. Après, je pense, Kenza, qu'il y a ces De Gaulle, tout vient de la France. Parce que c'est la France qui, entre le choix de créer l'OCRS, qui était déjà, il faut rappeler que Mohamed V était contre. Du côté de la Tunisie, ils étaient pour. Du côté marocain, c'était contre. Entre ce choix de l'OCRS qui profiterait au plus grand nombre, dont les États-Unis d'ailleurs, et le choix où tu t'arranges avec le FLN, bah, il est certain que quand tu te mets dans la position de la France, le deuxième choix est meilleur. Maintenant, la seule chose qui reste à déterminer pour l'histoire, c'est est-ce que Ben Bella, face, tu sais, à, à ce beau cadeau, il s'est dit bah, c'est tentant, je le prends, ou alors, au contraire, ça a été imposé et du coup, il n'avait pas vraiment son mot à dire. Ça, c'est moi, c'est la seule chose que j'aimerais déterminer avant, voilà, parmi les questions d'histoire, ce serait intéressant de les élucider. Parce que ça pourrait en dire long sur la personne, ça pourrait peut-être même la réhabiliter. Parce que si c'est la France qui a imposé, bien sûr, ça n'excuse pas. Mais Accepter quoi, ça perd? non, je dis ça pourrait réhabiliter un petit peu le personnage Mais qui auquel c'est vu. accepter quoi? Accepter quoi? C'est ça ma question. Le rattachement du sud algérien avec le nord. Ah ben ça, Ben Bella, euh, il a fait une conférence de presse. Il a dit s'il y a un cadeau qu'on doit accepter de la colonisation, et même si ce cadeau est empoisonné, moi je paraphrase, ce qu'on doit empoisonner, ce sont les frontières coloniales. Je suis d'accord, mais tu vois, commandeur, tu as un Ben Bella qui est juste avant, à deux reprises, la lettre à Reagan. Et dans un de ses discours, il dit le contraire. Donc, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé entre celui qui disait qu'il ne voulait pas être l'héritier des frontières coloniales et celui qui est dans cette vidéo et qui parle et qui dit ce que tu viens de dire. C'est le passage entre les deux qui serait intéressant à déterminer. Est-ce un ordre de Gaulle? Est-ce au contraire une tentation? On est face voilà, la fameuse tentation du voleur, hein, que vous lui présentez un gros butin, il ne peut pas s'en empêcher, c'est humain. Donc voilà, est-ce que c'est l'un ou l'autre? C'est ça qui serait intéressant un petit peu à savoir. Alors j'ai reçu une petite question d'un auditeur par rapport à Oujda. Alors, la question était, est-ce que Oujda a déjà été rattaché à... alors, la question, c'était au Maghreb central. En fait, là, je pense qu'elle pourrait être reposée en disant, est-ce qu'il est arrivé un moment où il a été détaché des dynasties marocaines? Alors, qu'il y ait eu des moments, ça c'est parce que quand vous faites des batailles, par exemple, je vais vous en donner une, Moulay Ismaël monte jusqu'à Oran, puis il se fait contrer et revient aux frontières initiaux. Donc des séquences comme ça, vous les avez même dans le sens inverse. L'Empire ottoman qui attaque et qui va jusqu'à Fès,
signer traité de paix et ils reviennent à leur territoire. Donc ça, c'est des mouvements. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'était pris dans la régence d'Alger, par exemple? Est-ce que c'était pris avant la régence d'Alger sous la région de Tlemcen, là, des Zianides? Eh bien, pour répondre à cette question, il y a un événement qui est déterminant, c'est quand les Français arrivent en 1830, qu'est-ce qui se passe? Le sultan Abdelrahman reçoit les allégeances des notables de Mascara, de Tlemcen et de l'Oranais. À cela, le sultan Abdelrahman envoie son cousin Moulay Abdelaziz donner une lettre au bey d'Oran. Le bey d'Oran était un vieux monsieur qui n'avait pas de descendance. Et dans cette lettre, qui a été publiée par Ismaël Hamed, qui a fait un excellent travail, d'ailleurs, presque contemporain des événements, c'est un Algérien qui était, bon, à l'époque, ce n'est pas l'Algérie, c'est l'Algérie française, mais on peut dire aujourd'hui, voilà, c'est un Algérien. Et il a fait un livre vraiment magnifique où il a publié les lettres du sultan Abdelrahman à l'émir Abdelkader, de l'émir Abdelkader au sultan Abdelrahman, et aussi des échanges entre le sultan Abdelrahman et l'Angleterre. C'est comme ça que, moi en tout cas, c'est par son livre que j'ai appris que, en fait, il y avait des Anglais derrière le sultan Abdelrahman qui l'aidaient à vouloir repousser les Français. Et donc, donc, pour revenir à nos boutons, je disais donc que, effectivement, il envoie son cousin Moulay Abdelaziz pour dire au bey d'Oran, voilà, sans paraphraser, il y avait une petite métaphore en lui disant vous êtes un arbre sans racines, l'Empire ottoman s'est effondré, vous n'avez plus de raison d'être là, alors que moi j'ai reçu les allégeances de Mascara, de la région d'Oran, de Tlemcen, donc j'entends bien exercer mon droit. Donc on a un Maroc qui s'engage et qui avance plus à l'est au niveau de l'Oranais, et à cela les Français répliquent automatiquement, et ça a donné un célèbre événement où les Français envoient le comte de Mornay négocier avec le sultan Abdelrahman. Dans ses valises, il a Eugène Delacroix. D'ailleurs, le comte de Mornay a été immortalisé à Meknès par la peinture d'Eugène Delacroix. Je vous laisse les passages où Eugène Delacroix découvre le Maroc. Il nous explique que c'est le retour de... Il a l'Antiquité en face de lui, ce pays qui n'a pas été touché par les Européens, les gens de manière traditionnelle, il n'y a pas les costards cravates, nous dit-il, etc. Bon, fermons cette parenthèse. Donc, en 1832, le roi Louis-Philippe envoie le comte de Mornay donner un message au sultan Abdelrahman en lui disant « Il faut te retirer de l'Oranais, de la région de l'Oranais, de Tlemcen, etc., où il avait embarqué à ses troupes et où il avait reçu les allégeances, comme je l'ai dit plus tôt. Il lui dit de revenir aux frontières initiaux. Le sultan Abdelrahman les reçoit correctement, ils repartent sans avoir gain de cause. Et ce refus donne au final la bataille d'Isli. Mais entre les deux, il y a des événements. Il y a Abdelkader, l'émir Abdelkader, qui combat, et comme il a dans une lettre célèbre où il explique qu'il avait gagné des batailles, il remercie le sultan Abdelrahman en lui disant « J'attends que vous envoyez un fils pour être à notre tête. » Donc, il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque et ne pas faire des anachronismes. Parce que des fois, on oublie ça. Parfois, j'entends des Marocains dire le sultan Abdelrahman, il vous a aidé à la bataille d'Isli. Il vous a aidé. Non, dans la tête du sultan Abdelrahman, il reprend un territoire qu'il considère comme sien. Souvenez-vous, le territoire almoravide, considéré par toutes les dynasties comme étant le territoire marocain, une obsession qui est toujours qui a suivi le fil de l'histoire de l'État du Maghreb, du début à la fin. Donc, sautant sur cette occasion, il n'a pas loupé, il l'a fait. Alors, il y a peut-être une petite, pour les auditeurs, pour être complet, il y a peut-être un passage où, effectivement, il y a un sultan qui a refusé, le sultan Slimane, qui a refusé l'allégeance de la région d'Oran, qui était en rébellion contre l'Empire ottoman. Il n'a pas voulu y aller, mais à part ce contre-exemple, la plupart veulent redessiner la carte almoravide. Et donc, pour revenir à nos moutons, nous disions, voilà, l'émir Abdelkader
donc obtient des victoires qui vont donner le traité de Tafna, où les Français concèdent certains territoires, cette espèce de traité de paix, parce que les Français aussi, à la même période, avaient d'autres chats à fouetter, notamment les Prusses. Donc, ils signent cette espèce de traité de paix, traité de Tafna, qu'ils vont eux-mêmes bafouer, parce qu'ils vont eux-mêmes continuer leur conquête plus à l'ouest. Et donc, finalement, jusqu'à donner cette fameuse bataille d'Isli. Et là où très important pour la question de l'auditeur, quand vous regardez donc la bataille d'Isli, perdue par le Maroc, un mythe tombe dans toute l'Europe, parce qu'il faut savoir que la victoire qu'avait obtenue Ahmed el-Mansour dans la bataille des Trois Rois avait fait un grand boom dans les cours européennes. C'était un petit peu, d'ailleurs, on retrouve avant la bataille d'Isli des propos de parlementaires français qui expliquent qu'il ne faut pas y aller parce que ça a été un tombeau d'empire et ça risque d'arriver la même chose dans l'empire français. En tout cas, il gagne la bataille d'Isli et du coup le mythe marocain s'effondre. Ils vont signer les fameux accords de l'Ela Marina. Et là, justement, j'en reviens à la question de l'auditeur. À ce moment-là, que nous dit l'article 1 ? L'article 1 nous dit le Maroc doit revenir à ses frontières qu'il avait avec l'Empire turc. Et ces frontières sont Oued Kis jusqu'à Taniet Sassi. Donc ça répond, je pense, à la question de l'auditeur qui posait la question d'Oujda. Effectivement, Oujda est compris de l'autre côté de l'Oued Kis, c'est-à-dire du côté marocain. En fait, l'Oued Kis, c'est les frontières actuelles que vous voyez. Si elles sont les frontières actuelles, c'est que c'était des frontières qui ont été reconnues de la main d'un sultan marocain. D'ailleurs, ça me permet de faire un bond à Rio de Oro et le fort de Rio de Oro, le sujet dont on a parlé tout à l'heure. Justement, l'un des propos de Hassan Ier est de dire, lui qui reconnaît les frontières de l'Ela Marina, puisqu'il te dit, moi, au nord, je vais de l'Atlantique à Teniet Sassi. Puis au sud, je vais de l'Atlantique dans le mouvement ouest-est, vous l'aurez compris, je vais de l'Atlantique au désert égyptien. Encore une fois, il a entendu que le désert égyptien, dans la bouche de Hassan Ier et de tous les intervenants de l'époque, c'est tout ce que vous avez à l'est du Touat. Parce que de l'autre côté, il n'y a plus rien jusqu'à ce que vous croisiez les Égyptiens. Il n'y a pas de désert libyen à l'époque, etc. Donc, oui, fait important. Hassan Ier reconnaît cela, puisqu'il le cite. Alors qu'il n'a jamais reconnu Rio de Oro. Et comme il a très bien expliqué, quelque chose qui n'a pas été signé par un sultan, et d'ailleurs c'est le même argumentaire du Maroc quelques années plus tard, quelque chose qu'on n'a pas ratifié ne peut pas nous être imposé par des accords bilatéraux. Nous n'avons jamais accepté de dire que l'Espagne était à notre sud. Et de fait, au moment du traité de Berlin, elle ne l'était pas. Fermons ces parenthèses. Alors voilà pour Oujda, pour l'auditeur, je ne sais pas si je réponds complètement à sa question. Donc les frontières avec l'Empire turc étaient celles-ci, et Oujda était du côté marocain. Donc voilà. Après, on peut remonter 400 ans avant, et là, vous avez les travaux de Chantal de la Véronne, qui est spécialiste de la dynastie zianide. On y trouve dans son livre les nominations de Qaïd de la part des émirs, parce qu'ils s'appelaient émirs, parce qu'ils étaient allégeants aux Hafsides, et lorsqu'ils n'étaient pas allégeants aux Hafsides, c'est parce que les Mérinides étaient rentrés sur le territoire et avaient pris quasiment jusqu'à Ifriqiya, comme nous l'explique le fonctionnaire égyptien, fonctionnaire de Damas à l'époque, El-Romari. Donc, Chantal de la Véronne nous donne les nominations de Qaïd qu'elle a retrouvées de la part des Zianides. Et effectivement, ça va de Tlemcen à ce qui serait l'actuel au sud d'Alger. Oui, c'est ça le territoire Zianide. Donc rien à voir avec les coloriages qu'on voit des fois sur Google. Donc c'est oui, les coloriages sur Google, c'est embêtant. D'ailleurs, même pour le Maroc, quand on met la dynastie saadienne, vous l'avez peut-être tous vu sur Google, en fait, non, on oublie l'empire du Bournou qui a prêté allégeance et qui a participé à la richesse du sultan Ahmed el-Mansour, parce qu'il contrôlait là, c'était là le moment où le Maroc contrôlait effectivement du lac Niger au lac Tchad, ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'en fait, il avait le contrôle sur toutes les remontées caravanières, quel que soit le côté par lequel il voulait passer. Ça donc fait voilà un petit peu pour ça. Oui. Tu as dit que les Français, ils parlaient des frontières ottomaniennes, alors que normalement, c'était seulement dans le nord. Par exemple, Arwat,
c'était une terre marocaine normalement. Mais Oui, Kenza, avec. regarde sur Google, Tenyet Sassi. Et ça va te situer là où l'empire turc, pour reprendre les termes du traité de la Marinia, s'arrêtait. Tenyet Sassi. Et effectivement, tout ce qu'il y a au sud, les oasis du sud, par le très bon travail d'un lieutenant français qui a fait les conquêtes, contemporain des conquêtes de la France au début du XXe siècle, dans le sud. Il a récupéré tous les feuillets et il les a publiés dans un très beau livre qui fait 700 pages, qui s'appelle 4 siècles de Sahara marocain. Là-dedans, il vous met les nominations de Qaïd. Il a retrouvé les nominations de Qaïd par le pouvoir central marocain, par exemple pour l'oasis du Touat, les impôts prélevés. D'accord? Donc là, on voit avec les unités de mesure marocaines. Donc, ça, c'est un superbe travail qu'il a fourni. Il fait des Saadiens jusqu'aux Alaouites. Donc voilà, si tu as effectivement totalement raison, le sud. Mais moi, je parle de l'Oued-Kiss à Tenyet Sassi. Ça concerne la bordure nord. C'est celle-là qui était avec l'Empire turc. Il y a toujours eu des épisodes, comme je l'ai expliqué en préambule, de je monte jusqu'à Oran, ou de l'inverse, je monte jusqu'à Fès, puis je reviens. Mais ça, ce sont des attaques. Moi, je parle des frontières reconnues. Oui, parce que si je prends cette région, c'est presque la même tribu ou la même famille ou la Zichir dans Cherbourg-Mama. Et à l'époque de la France, c'était divisé en deux. Une partie a resté à l'intérieur du Maroc et l'autre qui est actuelle à l'Algérie. Et normalement, c'est la même famille, quoi. Donc, c'est pour cela il y a que les Marocains disent que Bouamama était marocain, les Algériens disent non, c'est un Algérien parce que il y a une Alors, histoire Kenza, derrière. effectivement, c'est parce que moi, je n'ai pas été complet dans le traité de la Marinia. Le problème qui s'est passé et qui a fait que le sultan Abdelrahman a viré les deux fonctionnaires qu'il avait envoyés signer le traité, c'est qu'en fait, les Français ont rajouté un article qui était le suivant, qui disait on n'a pas besoin de délimiter le désert parce que c'est un désert. Et ça, quand le sultan Abdelrahman s'est rendu compte de ça, effectivement, il est rentré dans une colère noire parce que il a dit nous avons des tribus allégeantes de l'autre côté des déserts, dans les oasis, et donc en ne faisant pas reconnaître cela, eh bien, on va vers des problèmes plus graves. Et il avait tout à fait raison, car les Français ont un peu plus tard mis une politique des puits, dont j'avais déjà parlé lors du space sur le Sahara oriental, pardon. Et la politique des puits, parce qu'ils sont basés sur une réglementation de droit musulman qui dit que lorsque vous ravifiez une terre, elle vous appartient. Et donc les Français ont commencé à creuser des puits, de puits en puits, de puits en puits. Et c'est là que les documents déclassifiés en 2014 sont très intéressants parce que vous avez un passage. Alors je vais essayer de vous le retrouver pour vous le dire. Voilà. Donc effectivement, à la mort de Hassan Ier, parce qu'il faut savoir que Hassan Ier était un fervent défenseur du Sahara oriental et occidental. Il a fait une guerre contre les Espagnols à la Guerra. Sa célèbre montée ou descente au Tafil Allé pour mettre pression sur la France qui avait des intentions de descendre dans le sud. Mais à la mort de Hassan Ier, tout s'est accéléré. Et donc, vous avez Cambon qui était alors comment on disait ça, pas le résident général, mais le gouverneur général de l'Algérie française, qui a entamé sa descente vers le sud. Il a entamé les forages près de Insalah pour créer le puits et dire voilà, donc c'est à nous. Et ce qui s'est passé, c'est que Insalah et le Qaïd marocain d'Insalah ont informé le sultan. Le sultan qui, lui, a écrit des lettres aux Français. Et voici ce que nous dit Cambon dans les rapports déclassifiés de 2014, les rapports français. Il nous dit, et là il parle à ses sous-officiers et à ses fonctionnaires, vous donnerez donc comme instruction pour l'avenir aux officiers qui pourraient être amenés à recevoir des pièces de ce genre, des lettres de contestation du sultan marocain, bien prendre copie pour vous les transmettre, mais de les rendre aux porteurs.
en motivant leur refus de les accepter sur le manque de convenance de leurs auteurs. J'ai lieu de prendre que le sultan du Maroc, s'il est consulté par les gens d'Insalah sur la question de savoir s'il doit faire une démonstration contre nous, donc déjà, ici, il explique bien que les gens d'Insalah vont poser la question au sultan, est-ce qu'ils doivent attaquer le forage ou pas, ou accepter le fait accompli, il leur recommandera officiellement et essayera, s'il veut protester, d'employer la voie diplomatique. Parce que Cambon sait très bien que le sultan va aller voir les représentations qui sont dans le nord, à Tanger. Très, très souvent, c'est avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne, pour leur dire voilà, ils ne respectent pas notre territoire, il y entre. Donc le fait d'accuser réception de ces lettres serait une preuve pour Cambon que c'est vrai, puisqu'il reçoit une lettre du sultan, il l'accuse, il la réceptionne, il la valide. Mais justement, lui a été très malin, il dit non, il ne faut pas accuser réception de ces lettres-là, parce qu'ils pourraient s'en servir lorsqu'ils vont protester devant des autres représentations étatiques. Mais maintenant que les rapports sont déclassifiés, il nous dit bien que les gens d'Insalah vont poser la question au sultan. Donc c'est qu'il sait, lui, que c'est marocain. D'ailleurs, il le sait comment? Parce que je vous avais déjà parlé Ça fait de Ain la Salah ou Ain Safra? Insalah. Ain C'est Safra? en Algérie actuelle. Oui, mais c'est parce que le nom, c'est verbe char ou bien c'est le nom Donc, c'est tu tapes Insalah, tu vas trouver, ouais, vu la taille de l'Algérie, ben, c'est au nord. Mais en fait, c'est le début de son sud, quoi, finalement, son début désertique. oui, Euh, c'est un peu vers le nord de Figuig, je crois, non? ouais, là, c'est à peu près sur le même parallèle, effectivement. Et donc, Ouais. euh, ici, on a cet aveu-là, c'est-à-dire que les Français savent. Mais pourquoi ils savent? Il faut revenir à l'épisode de la Société de géographie. C'est elle, d'ailleurs, c'est la Société de géographie qui ont fait à l'époque les cartes, d'ailleurs, qu'ont repris les étudiants de Sciences Po, c'est ça là qui circule un peu sur les réseaux sociaux là, on trouve qu'ils étaient au musée du Louvre. C'est à la base de la Société de géographie. Pourquoi? Parce que c'est elle qui faisait les cartes et elle avait lancé un grand concours, on peut appeler ça comme ça. En tout cas, il y avait de l'argent à la clé pour celui qui trouverait un passage entre l'Algérie du Nord et l'Afrique de l'Ouest française, à partir de l'Algérie. Donc il y en a plusieurs qui ont essayé. Certains sont jamais revenus, d'autres sont revenus avec la tête séparée du corps. Donc, ça a été un problème pour eux. Mais il y a deux voyageurs qui ont réussi à atteindre le Touat, c'est Soleillet et Foucault. Et les deux ont expliqué comment ils ont fait. En fait, ils l'ont fait avec un commerçant juif qu'ils connaissaient, qui leur a octroyé les accords du sultan marocain, c'est-à-dire un laissez-passer. Et donc, il est expliqué qu'à partir d'Insalah, d'ailleurs Soleil a expliqué qu'Insalah, avec ces termes-là, je vais citer, il dit ils sont loyalistes, il n'a pas le terme loyalistes au sultan du Maroc. Donc, la chose est connue, la chose est sue. Maintenant, il y a l'intelligence de la conquête coloniale et le fait que le Maroc n'a pas été partagé au moment du traité de Berlin fait qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc, d'où l'ordre de Cambon ici qui explique à ses fonctionnaires de ne surtout pas. Vous faites la photocopie de la lettre, en gros, vous reproduisez la lettre, mais vous ne faites pas d'accusé de réception. Donc voilà un petit peu pour le sud. Du coup, on a fait un tunnel. Je ne sais même pas pourquoi je vous parle du sud, de l'actuel sud algérien. Ah oui, parce qu'on parlait de Taniet Sassi, effectivement. Oui, donc l'Empire ottoman n'était pas allé jusqu'à là, Kenza. Donc du coup, ça n'intéressait pas du tout l'Empire ottoman. Donc pour eux, ils délimitaient ça à Taniet Sassi, c'était suffisant. Aussi, je crois, parmi les objectifs de la France ou bien de l'IOT à l'époque, c'est de rentrer au Maroc à partir d'ici, même si là, ils ont pris pas mal du territoire, mais ils n'ont pas réussi quand même de conquérir le Maroc, ou bien ils ont fait par la suite autrement, mais parce que l'IOT, lorsqu'il a visité le Maroc, je crois, il a dit, il est arrivé là-bas à Figuig, il a dit que voilà mon ennemi, parce que ces gens-là, je crois, ils ont resté pas mal plusieurs années, 24 ans, je crois, pour empêcher la France de rentrer. Mais
Parce que lorsqu'on regarde même ces gens-là, les tribus, machin, ils utilisent euh, les traditions marocaines ou autre chose. Donc, c'est vraiment malheureux quand même. Bah, en Mais parlant, Kenza, de Lyoté, je peux te citer Lyoté qui a dit à propos du Sahara, il dit, alors je cite, sans heurter ses tribus, parce qu'il leur a recommandé ses soldats, ses officiers à agir sans heurter ses tribus ni dans leurs croyances qui les rattachent incontestablement au Maroc et à l'obédience spirituelle de son shérif. L'histoire des dynasties marocaines suffit à démontrer que, de tout temps, les sultans ont exercé sur cette partie du continent une action spirituelle et parfois effective incontestée. Là, je vous lis la correspondance adressée au ministère des Affaires étrangères en date du 8 février 1924 au sujet du projet de liaison entre l'Afrique du Nord et l'AOF. Donc, les Français n'étaient pas censés. En fait, il y a énormément de sources. Des fois, quand on parle avec des Marocains, ils vous parlent de ouais, la France, ils savent, mais ils n'ont pas déclassifié. La France, je ne dirais pas qu'elle a tout déclassifié, parce que j'en sais rien, mais elle a déclassifié énormément qui suffit à prouver qu'elle savait tout. Donc là, les fichiers de renseignement dont je vous avais lu tout à l'heure, etc. Donc il y a énormément de documentation. Au niveau historique, c'est bon, on est rastasié, on sait. Maintenant, si des gens attendent une déclaration de Macron, ça ne viendra pas. C'est pas son rôle. D'ailleurs, c'est pas sa question. Même quand on parle de Sahara, il n'en parle pas en termes historiques. Il en parle simplement en termes diplomatiques, ONU, problème à l'ONU, etc. oui, effectivement, le Insalah est presque du tiers de l'Algérie. Donc, c'est pour cela que je comprends leur peur de Makhzen. Mais la France, elle n'est pas rattachée, hein. Elle voulait créer l'OCRS et en faire comme je dis, il y avait une première option d'en faire un territoire économique pour les pays, pour les trois pays qui sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et bien sûr avec la France et les États-Unis. Et De Gaulle a trouvé un meilleur arrangement pour lui et il l'a fait, mais il n'était pas du tout certain parce que si vous voulez la carte officielle de l'Algérie française, bah, elle est connue si vous la tapez, si vous tapez carte officielle de l'Algérie française 1848, c'est la première fois qu'elle est apparue, bah, vous l'avez, c'est quoi l'Algérie française avec les trois départements, etc. Donc il n'y avait pas le Sud. Et d'ailleurs, selon les responsables français, ils t'expliquent que l'Empire ottoman n'est jamais allé plus loin que Ouargla. Donc c'est bon, voilà, c'est l'histoire. Là, j'ai l'impression de refaire le space sur le Sahara oriental. Oui, c'est pour cela qu'on te Euh, dit, Frère, pardon, tu connais l'adage, en fait, répéter un mensonge viendra une vérité. En fait, répéter la vérité. Excuse-moi, j'ai pas entendu, commandant. Tu connais l'adage, hein, on répète un mensonge jusqu'à ce qu'il devienne vérité. Mais là, vu que tu répètes que la vérité, il faut trouver un nouvel adage. Est-ce que tu pourrais m'aider là-dessus? Alors, je connais l'adage, mais j'ai pas entendu ce que tu me demandais à la fin. Il y a Vu, beaucoup de bruit vu- autour. vu- vu que tu nous dis que des vérités, c'est-à-dire tu t'appuies sur des preuves historiques, etc. Et cet adage, à force de répéter des vérités, qu'est-ce qui se passe ensuite? Les gens les rendent mensonges. Non, je sais pas. Mais après, des vérités, c'est un grand mot en histoire. Là, ce qu'on fait ensemble serait plutôt la véracité des sources. Ce que je vous dis, ça y est en tant que source. La vérité, c'est une notion un peu. Voilà, s'il y a un philosophe parmi nous, ce que je peux garantir moi, puisque je n'ai pas assisté aux événements, c'est que les choses sont sourcées. Après, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est tous les historiens qui se trompent? Ça, c'est autre chose.
Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut qu'on aborde un autre sujet. Je ne sais pas, pour l'auditeur qui m'avait envoyé la question, je ne sais pas si j'ai été clair à propos de Oujda ou si il y a besoin de plus de précision. Si elle peut me l'écrire en MP. En tout cas, ça perd. Bravo. Merci à toi. Ah, Comme je merci te à l'ai toi, dit, Matawina. comme je te l'ai dit, après, je sais pas si quelqu'un veut prendre la relève en faisant un space chez lui, KTS, ou je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire des spaces. Au cas où, moi, je vais être un petit peu occupé là, donc je reviendrai dans une petite heure maximum si ça perd, si t'es pas de. Je crois que tu vas bosser de nuit, toi, non? Non, non, pas aujourd'hui. Mais je suis avec vous encore une bonne heure. Si quelqu'un veut ouvrir un space, je m'insinuerai volontiers. Ok. Ben, KTS, Rouya, si tu peux, si tu nous entends, ou s'il y a quelqu'un qui peut faire la Si relève. quelqu'un a une question ou quelque chose, ou une intervention à faire. Bon, en tout cas, je suis là. Si je vois quelqu'un qui ouvre un space, je rentre. Pour parler Ok, d'histoire. pas de souci. Eh ben, barakallahu fik à Voilà, tout le merci monde Matawina. et bonne soirée à tout le monde. Salam alaikum Voilà, encore. bonne soirée à toi. Salam.